Under no circumstances, you are promising America tonight, you would never abuse power as retribution against anybody. Except for day one. Il avait promis qu'il ne serait pas dictateur. He says, you're not going to be a dictator, are you? I said, no, other than day one. Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche depuis 6 mois et ses penchants autocratiques auront finalement duré un peu plus qu'une journée. America is back. Dans cette vidéo, on va tenter de comprendre comment, sur la scène intérieure, le président américain essaie de lever les contre-pouvoirs qui le contraignent. C'est une pièce plus tragique que comique qui se joue en 2 actes. Le premier, c'est la soumission du Congrès. Avec comme personnages principaux Donald Trump, Elon Musk, son meilleur ami, enfin, ça dépend des jours, et un ovni politique, le Doge. I've created the brand new Department of Government Efficiency. Doge. Au début, l'objectif affiché du Doge, qui n'est pas vraiment un ministère, c'est de faire 1000 milliards d'économies. Mais au fil des semaines, il y a quelque chose d'autre qui est en train de s'opérer sous les radars. Treasury Secretary Scott Bessent reportedly granting Elon Musk's Doge team access to the federal government's payment system, which handles trillions of dollars in payments. Now we have learned that his team has gained access to something extraordinarily sensitive, the system that the Treasury Department uses to disperse almost every check and expenditure of any kind made by the US government. But the point here is this latest move gives the Trump administration another way to illegally halt government programs and spending they don't like. Vous avez peut-être l'impression que c'est un détail, mais restez bien concentrés, vous allez voir le shift qui s'est opéré en quelques jours à Washington dans l'équilibre des pouvoirs. Le Trésor américain, c'est un organisme ultra sécurisé, par lequel transitent chaque année plus de 5000 milliards de dollars. Les remboursements que les Américains reçoivent de la sécurité sociale, les salaires reçus par les fonctionnaires, les subventions allouées aux différentes agences nationales, bref, c'est simple, tout l'argent que l'État fédéral américain dépense passe par cette plateforme. Une plateforme qui avait toujours été administrée par des fonctionnaires, non politisés donc, mais ça c'était avant. Many are concerned about potential politically motivated meddling and the exposure of sensitive taxpayer information. I've been racking my brain for days trying to come up with like a reasonable reason why unelected, sort of not even really political employees of the federal government would need access to this infrastructure, and I frankly cannot come up with one. Which is headed by Elon Musk, who is in the gallery tonight. La volonté de contrôler la fonction publique, c'est déjà un premier marqueur d'une dérive autoritaire. Et d'ailleurs, cela correspond assez bien à ce que préconisait déjà J.D. Vance, l'actuel vice-président de Trump, dans une interview de 2021. We should just seize the administrative state for our own purposes. I think that what Trump should do, like if I was giving him one piece of advice, fire every single mid-level bureaucrat, every civil servant in the administrative state, replace them with our people. Aux États-Unis, ce n'est pas le président, mais c'est bien le Congrès qui a le droit de faire des chèques. Ou plutôt qui avait le droit. Parce que maintenant, les parlementaires américains se posent une question. À quoi bon voter des lois, allouer des fonds et composer des budgets si toute l'infrastructure de paiement est ensuite verrouillée par la Maison-Blanche? And this was really a way for the executive to grab the power of spending. And the reason that's important is typically the payment system has been under the control of a nonpartisan, non-political bureaucracy. And there's these very high standards of professionalism where, they don't, their job is not to decide what gets done. Their job is to do what the law requires and to follow all sorts of safeguards and procedures. And basically what he's doing is he's going around that. The way the system is supposed to work is that the executive goes to the legislature and begs them for money. And here you had it the opposite way around, which is you had the congressman, the legislators going to the executive and begging him for money. That is a fundamental flip in power, because if you have congressmen who have to have the approval of the executive, of the president or the president's assistant, they have to have his approval in order to get money for their districts. That gives the executive power over Congress. Because, if you cooperate with us, if you're nice to us, if you're on our side, you get your money that has been that was previously appropriated by Congress. And if you're not, you don't get the money. L'acte 2, c'est la soumission des États. Alors, des États démocrates. En personnages principaux ici, Donald Trump, Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, et puis des gens armés et en uniforme dont on parlera dans quelques instants. Nous sommes le 6 juin 2025.
les services de l'immigration et des douanes, surnommés ICE, procèdent à des raids coordonnés pour arrêter des migrants illégaux. La conséquence directe d'une promesse de campagne de Donald Trump. Here's all we're going to do. It's going to be called a Trump mass deportation because we have no choice. We have no choice. Plus de 100 personnes sont arrêtées. Les opérations visent principalement des travailleurs sans papier, latino-américains, originaires du Mexique, du Salvador ou du Guatemala. À Los Angeles, où pratiquement une personne sur deux a des origines latino ou hispaniques, des manifestations spontanées éclatent. En Californie, comme dans les autres États, quand des émeutes éclatent, voilà comment ça se passe. Il y a d'abord la police de la ville qui intervient, sous l'autorité du maire. Le shérif peut aussi prêter main forte, il est indépendant lui, car aux États-Unis, le shérif est élu directement par les habitants du comté. Si besoin, la police d'État est mobilisée, sous l'autorité du gouverneur, ici donc Gavin Newsom. Si vraiment c'est nécessaire, la garde nationale peut être appelée. Elle répond aux ordres du gouverneur, sauf cas extrêmement rare lorsqu'elle est fédéralisée par le président américain. Et enfin, l'ultime échelon, c'est la mobilisation de l'armée régulière, formée au combat militaire et non au maintien de l'ordre. Et concernant Los Angeles, Donald Trump a choisi la riposte non graduée. Los Angeles has seen nothing like it in decades. Extraordinary images out of Los Angeles tonight. Hundreds of National Guard troops now on the ground, deployed by President Trump, even though state leaders say they didn't ask for them and don't want them there. Trump administration is deploying 2,000 National Guardsmen, a move California's governor called inflammatory. Sources tell CNN that more than 700 U.S. Marines More than 700 U.S. Marines have been mobilized to respond to protests in Los Angeles, some of which turned violent over the weekend. This brazen abuse of power by a sitting president inflamed a combustible situation, putting our people, our officers, and even our National Guard at risk. The governor of California did not request the troops. The Los Angeles Police Department did not request that. It was not as a big enough. It was some protests where they burned a few cars, right? It's just not that big of an emergency. It's not something that required any outside interference. But Trump sort of basically decided, I'm going to declare that it's a major emergency. I'm going to go bypass the people I'm supposed to be able to, under the law, I'm supposed to ask them whether they need assistance. I'm going to bypass that. I'm going to send the troops in. And I think this is because this is something he's really wanted to do for a long time. I think we're an experiment. Because if you can do this to the nation's second largest city, maybe the administration is hoping that this will be a signal to everybody everywhere to fear them. La dernière fois que la garde nationale avait été fédéralisée en Californie, c'était après l'acquittement des policiers qui avaient tabassé Rodney King, un Afro-Américain, en 1992. 33 ans plus tard, face à une situation qui était bien plus maîtrisable, et comme la Californie en connaît parfois, Donald Trump a réagi en activant d'office les deux leviers sécuritaires les plus extrêmes à sa disposition. Under the Trump administration, this anarchy will not stand. We will not allow federal agents to be attacked, and we will not allow an American city to be invaded and conquered by a foreign enemy. And that's what they are. Donald Trump teste depuis 6 mois les limites des contre-pouvoirs américains qu'il tente de faire voler en éclats à chaque opportunité. I could tell you there were certain areas of Los Angeles that you could have called it an insurrection. It was terrible. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas qu'aux parlementaires et aux gouverneurs démocrates. Certains médias du service public, comme NPR par exemple, ont été coupés de leur financement. Idem pour certains instituts de recherche ou des universités prestigieuses comme Harvard, contre lesquelles l'administration Trump a engagé un bras de fer. Okay, Harvard has to show us their lists. They have foreign students. About 31% of their students are foreign-based, almost 31%. We want to know where those students come. Are they troublemakers? What countries do they come? We don't want to see shopping centers exploding. We don't want to see the kind of riots that you had. Alors face à cet étau qui se resserre, il faut bien avoir en tête que certains, aux États-Unis, ont décidé de quitter le pays. Dans une tribune qui a fait grand bruit, 3 intellectuels américains, spécialistes des mouvements fascistes,
expliquent pourquoi ils font leur bagage. I'm leaving to the University of Toronto because I want to do my work without the fear that I will be punished for my words. Lesson of 1933 is you get out sooner rather than later. D'autres choisissent d'exprimer leur mécontentement dans la rue. Le 14 juin, plus de 2000 manifestations ont eu lieu à travers le pays. Les chiffres de la mobilisation oscillent entre 4 et 6 millions de personnes. The Guardian se demande même, aurait-on assisté à la plus grande journée de manifestation de l'histoire américaine? There's been this major push by Trump to seize a great deal of power. The cause for alarm is I think he has actually created the structure needed for a dictatorship. But now's the point where, you know, there's a lot of work to be done to consolidate that. And actually, I think the fact that Trump has moved so quickly gave him an initial advantage, but could be a disadvantage because normally, you know, most strongmen don't seize power this quickly. They usually build up over a period of 10 years, and they get, you know, they get control of the judiciary first, and they get control of the army first, and then they spring the whole thing on everybody. And to my fellow citizens, America is back, and we are just getting started. I do think that a lot of this can be undone, and the resistance is finally sort of getting off of the starting blocks, and people are starting to substantively oppose this, both in Congress, especially in the judiciary right now, and among the general public. Et où était Donald Trump à ce moment-là? Au premier défilé militaire de l'histoire américaine, organisé, hasard ou non, le jour de son anniversaire. Il n'avait jamais caché son admiration pour les défilés militaires et pour les leaders forts, comme par exemple celui de Corée du Nord, Kim Jong-un. He's the head of a country, and I mean he is the strong head. Don't let anyone think anything different. He speaks and his people sit up at attention. I want my people to do the same. Ne manquez rien de nos prochains contenus en vous abonnant à notre chaîne. À bientôt sur l'Express.